وصاحبته وبنيه. Donc la femme était obligée de se défaire de ses enfants. J'ai aperçu une marée humaine qui tendait de sortir, mais qui était pourchassée par les militaires qui tiraient sur eux. Plus loin, elle déclarait que lorsqu'il y a eu accalmie, j'ai constaté l'arrivée de Makambo et ses éléments qui tenaient des propos menaçants. Étant dans un désespoir total, j'ai constaté assez de jeunes tués. Soudain, des camions militaires arrivaient et en toute franchise, après le décompte personnel, on embarquait 200 à 250 corps par camion. C'est madame qui le dit. 200 à 250 corps par camion. Elle poursuit. J'ai constaté 12 camions militaires qui venaient, mais seulement 4 ont été remplis en ma présence pour les faire stationner à l'enceinte du stade. Donc quand on nous a dit ici 4 camions, ce n'est pas ça, Monsieur le Président. C'est pour ne pas montrer l'ampleur des crimes. Elle nous parle de 12 camions, Monsieur le Président, 12 camions militaires. Aux environs de 18 heures, l'inspecteur de Bonfi m'a raccompagné nu jusque chez moi, sauf un chiffon déchiré que j'ai ramassé pour me protéger. En ce temps, j'ai saigné beaucoup. Donc, bref, Monsieur le Président, les 4 camions ont embarqué devant elle 1000 corps. Reste à savoir ce que les autres ont embarqué derrière elle, Monsieur le Président. À l'audience du 9 octobre 2023, M. Mouktar Ba, journaliste correspondant de RFI, déclarait au sujet des fosses communes ce qui suit. J'ai été informé le soir du 28 septembre 2009 par quelqu'un au téléphone que 84 corps sont en train d'être enterrés au cimetière de Koza, derrière les rails à l'aide des phares. Ça, c'est un journaliste, reporter, connu pour sa vérité, qui rapporte ça au tribunal, Monsieur le Président. 84 corps, plus les 1000. À l'audience du 18 octobre 2023, Mamadou Aliou Fofana, né en 1989 à la RTZ, juriste de formation, déclarait devant ce tribunal ce qui suit. Le 28 septembre 2009, je suis arrivé au stade dans les bandes de 10 heures. Après les tirs, j'ai tenté de sortir en escaladant un premier mur avant de sortir avec l'aide d'un policier. J'ai été blessé par balle et cette blessure a fracturé ma main. Elle a été plâtrée. J'ai reçu la visite de la directrice de l'hôpital d'Ignasdine, qui était accompagnée du ministre de la Santé. Ce dernier m'a poussé au fond avant de me taper sur la tête en me demandant pourquoi je suis allé au stade. Il fait ça devant la directrice de l'hôpital et devant les blessés. Entre 14h et 15h, il y a un camion militaire qui est rentré à la morgue d'Ignasdine. Tout le monde a été chassé. Ils ont embarqué des corps pendant au moins 40 minutes. 40 minutes, Monsieur le Président, ils étaient en train d'embarquer des corps. Est-ce qu'on peut connaître le nombre de ces corps? Prenons le maximum 250 que Madame a décrit. 250 corps. Ça, c'est le minimum qu'on peut dire. Pendant 40 minutes. Lorsqu'on fait le décompte, Monsieur le Président, on peut trouver approximativement les morts suivants. Le décompte que j'ai fait à partir des déclarations faites par les partis. 1. Feu Amadou Ribari, sous couvert de M. Mamadou Ali Moubari, transitaire, parti civil. 2. Tcherno Mamadou Bari, apprenti mécanicien, sous couvert de son maître Mamadou Chérif Bari.
3. Un camion plein de corps garé devant les locaux de l'antidrogue, Camp Alfaya, 250 corps. 4. Une pick-up pleine de corps, découpée selon Mme Mariama Cherif Diallo, dont je ne peux dénombrer le nombre de victimes. 5. Une vingtaine de corps enterrés au cimetière du Cameroun selon M. Ismaël Ba, témoin. 1000 corps embarqués au stade dans 4 camions militaires selon Mme Traoré, née Fanta Camara. 84 corps ensevelis au cimetière de Koza après les rails selon l'informateur de M. Mouktar Ba, correspondant de RFI. 8. Un camion militaire a embarqué des corps à la morgue d'Ignasdine entre 14h et 15h durant 40 minutes, donc selon Mohamed Ali Fofana, donc 250 corps. 9. 41 corps compilés, cassés et attachés dans des sacs pour être jetés en mer au camp Samori Touré. 10. 157 corps déclarés officiellement par le chef d'état-major général des armées, selon le rapport de la Croix-Rouge. 11. 52 corps déclarés par le directeur général de la police nationale au niveau de la résidence de feu général Lansana Conté, au camp Samori. 12. 46 corps ramassés au stade par la Croix-Rouge aux environs de 19h30 devant Mme Mariama Baïlo Diallo, partie civile. Arrivée sur la partie du capitaine Moussa Dadis, je vais lire ce qu'elle a dit par rapport à ça. 13. 3 camions militaires contenant des cadavres, nuitamment ont fait débarquer des corps dans le cimetière de Bessia-Port, selon Mme Diaraï Baldé, partie civile, soit 750 corps. Total, 2652 corps, plus une pick-up pleine, dont j'ignore le contenu. La partie civile réclame tous ces corps au ministre de la Santé. Monsieur le Président. Tous ces corps au ministre de la Santé. Sur les injures et menaces de mort, suivant le PV d'audition de partie civile, Côte 1090 en date du 8 octobre 2012, M. Mamadou Bano Diallo, étudiant, domicilié à Bantunka à l'époque, après avoir raconté toutes ses péripéties au stade jusqu'à sa sortie pour être hébergé par une famille voisine, déclaré au pool des juges d'instruction ce qui suit. Aux environs de 17 heures, j'ai été embarqué à bord d'un véhicule de la Croix-Rouge pour Donka. Un peu plus loin, j'ai été acheté avec 2500 de gâteaux et de l'eau pour les plus souffrants, c'est-à-dire ses 2 amis. Mais en envoyant ces gâteaux, j'ai aperçu les 8 pick-up du colonel Tcheboro. Tcheboro revient encore. Au moment où je tendais ces gâteaux à mes amis, le colonel Ablaye Cherif Diaby, ministre de la Santé à l'époque, est arrivé avec ses agents. En nous traitant d'imbéciles et en bon poulard, nous dire, comme nous sommes des maudits, ils vont nous éliminer. Injures publiques et menaces de mort, Monsieur le Président. Suivant PV d'audition de partie civile, Côte 1058 en date du 11 septembre 2012. Monsieur Bapa Tessadou Diallo, lui aussi, il déclarait devant le pool des juges d'instruction. J'ai été conduit à l'hôpital Donka malgré la menace des militaires. Le service des urgences où il manquait de l'anesthésie. J'ai été soigné grâce à mon frère Alpha Madi, appelé par ma mère. Alors que tous les médecins étaient occupés aux soins, le ministre de la Santé est rentré précipitamment en administrant des coups de pied à certains blessés et en injuriant. Il disait ceci: on va vous tuer tous. Vous êtes des maudits, des bâtards, vous voulez saboter notre pouvoir. Vous allez voir. Donc, Monsieur le Président, sur les injures
et les menaces de mort, tout est établi contre le colonel Abdoulaye Cherif Diaby. Sur la dissimulation des corps, tout est établi. Sur la complicité de dissimulation de corps, tout est établi. Sur la volonté de tuer, d'achever les blessés, c'est établi également. Je vais aborder sur la non-assistance à personne en danger et la séquestration. À l'audience du 24 mai 2023, M. Mamadou Ali Mouba, victime, déclaré devant ce tribunal, après avoir reçu une balle sur le pied, balle tirée par le colonel Claude Pivi et son groupe, qui quittait Petit Simbaya vers Koza, j'ai été déposé à Donka. Les bérets rouges ont refusé qu'on y accède. Ils sont blessés, ils sont dans la voiture, dans l'ambulance, ils veulent rentrer aux urgences. Les bérets rouges ont formé une haie. Ils ont empêché ces blessés-là d'y accéder. Après les discussions, un des responsables de ces bérets rouges déclarait que cela ne dépendait pas d'eux, mais qu'il ne faisait que respecter l'ordre du ministre de la Santé. C'est là où on le reproche de non-assistance à personne en danger, parce que certains blessés pouvaient mourir sur place. Certains blessés, vu l'ampleur du saignement, ils allaient perdre leur vie par le refus du ministre que les blessés accèdent à l'hôpital pour être soignés. Il ajoute: lorsque j'ai voulu sortir pour éviter d'être surpris par les va-et-vient du colonel Tcheboro et ses éléments à Donka, la directrice de l'hôpital déclarait que seul le ministre de la Santé pouvait ordonner à un patient de sortir. Voilà. Dans un premier temps, il refuse aux blessés d'y accéder. Non-assistance à personne en danger. Dans un second temps, ceux qui sont là-bas ne peuvent y sortir que sur l'autorisation du ministre. Mais on est où? On est où là? Mais ce n'est pas possible. L'hôpital, c'est une administration qui est gérée par des intellectuels. Le ministre de la Santé n'a pas à s'impliquer dans la gestion des blessés, ou lorsqu'un patient veut sortir, il n'a pas à s'impliquer, sauf pour nuire. Donc c'est là où la partie civile le poursuit pour séquestration. Ça veut dire que les gens ont été séquestrés même à l'hôpital. Vous avez reçu des soins, vous vous êtes rétabli, vous êtes en forme, vous voulez rentrer, on ne vous laisse pas rentrer parce que le ministre n'a pas ordonné. C'est une séquestration. En somme, vu les déclarations des parties civiles, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à la barre ici, vu la position du colonel Abdoulaye Cherif Diaby dans le gouvernement à l'époque, en tant que ministre de la Santé, chargé de protéger tous les citoyens guinéens dans le domaine sanitaire, mais surtout de prendre en charge tous les blessés et de gérer les corps conformément à la loi en respectant leur dignité, vu la violation de son serment d'Hippocrate, vu les violences et injures exercées sur les victimes, vu la complicité dans la disparition des corps, les parties civiles sollicitent que le tribunal déclare le colonel Abdoulaye Cherif Diaby coupable et convaincu de plusieurs infractions à travers la responsabilité du commandement et de sa participation personnelle dans la commission des dites infractions. Il s'agit entre autres de menaces, menaces de mort, injures, violences, complicité d'assassinat, complicité de dissimulation de corps,
non-assistance de personnes en danger, séquestration. Vous le déclarerez coupable et convaincu de toutes ces infractions. Le troisième accusé, c'est le colonel Claude Pivy, dont je ne vais pas m'étendre trop sur lui. Je vais parler d'abord sur la présence du colonel Claude Pivy au stade et sa participation en tant qu'auteur et complice dans les assassinats et les coups et blessures volontaires à travers les ordres qu'il donnait. Suivant le procès verbal d'audition de partie civile en date du 14 octobre 2012, Côte 1093, de M. Ousmane Sidibé, ce dernier déclarait devant le pool des juges d'instruction, sur une question de son conseil, non seulement en dehors des éléments de Thieboro, j'ai vu le groupe de Toumba qui était masqué, ainsi que Pivy dans sa pick-up avec ses éléments. D'ailleurs, Mokhtar Diallo a été mis dans sa pick-up par les éléments de Pivy en sa présence. Plus loin, répondant à une question de son conseil, il déclarait que le général Pivy, ne connaissant pas son grade, donnait ordre de les chicoter et de les fusiller. Vous savez, le colonel Pivy, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba, les deux là n'étaient pas regardables avant. On ne pouvait pas les regarder deux fois. Sinon c'était grave. Donc quand il dit que le colonel Pivy a ordonné de les chicoter et de les fusiller, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend guère. C'est ici que je vous ai découvert, mon commandant Aboubakar Sidiki Diakité. C'est ici que j'ai pu vous regarder, ici. C'est ici que j'ai su que vous êtes un beau gars. C'est ici que j'ai su que le capitaine Moussa Dadis Camara est un beau gars. D'ailleurs, à partir de Ouaga, quand il a enlevé le béret. Il tirait le béret jusqu'ici, juste pour faire peur aux gens. Et le commandant Toumba, sa manière de porter le béret était unique. Et ses yeux étaient rouges, comme le feu. Monsieur le Président, plus loin, répondant à une question de son conseil, il déclarait que le général Pivy donnait ordre de les chicoter et de les fusiller. Mamadou Baylosso, né en 1988 à Dabola, staffeur, déclaré à l'audience du 25 juillet 2023, citation. Étant enfant de Dadis, nous étions allés au stade et au palais pour voir le capitaine Dadis. On n'avait pas été réprimés. Oui. La manifestation organisée par le mouvement Dadis doit rester au stade du 28 septembre au mois de mars 2009. Les gens ont assisté massivement parce que c'est la jeunesse qui avait été appelée. Personne n'a été réprimé. Personne. Elle a été encadrée. La manifestation organisée au Palais du Peuple par le CNDD devant son président et tous les membres du CNDD, tous comment dirais-je, les élus locaux, personne n'a été réprimé. Parce que nous tous, on était fans de Dadis. Nous tous. Toute la jeunesse était fan de Dadis. On disait que l'espoir était permis. La Guinée allait changer. La Gabésie allait partir. La corruption, on allait terminer avec la corruption. Le narcotrafic, il a placé un vaillant gendarme sorti de l'EMIA qui était prêt à tout pour lutter contre le narcotrafic. Nous tous, on avait de l'espoir. J'ai dit à tous mes amis qui sont à l'étranger, revenez, arrêtez l'aventure. On a eu un président. Revenez. Ils se sont moqués de moi, ils m'ont dit, on te donne 6 mois. 6 mois seulement. Après, on va te répondre. Donc, Mamadou Baylo Diallo qui disait,
Étant enfant de Dadis, nous étions allés au stade et au palais pour voir le capitaine Dadis. On n'avait pas été réprimés. Lorsque nous sommes venus au stade derrière les leaders politiques, on a été réprimés. Quand c'est pour lui, vous êtes les bienvenus. Quand c'est pour les leaders politiques, vous êtes persona non grata. C'est ça le problème. Une fois à l'intérieur du stade, ils ont commencé à lancer des gaz. Quelque temps après, j'ai vu les véhicules à bord desquels il y avait des bérets rouges. J'ai reconnu le colonel Claude Pivy et j'ai dit que si c'est lui, ils vont tuer. Je précise que je suis sur la partie du colonel Claude Pivy. Lui, il a reconnu le colonel Claude Pivy. Et il dit que si c'est lui, ils vont tuer. Et c'est pourquoi ils ont tué, parce que le colonel Claude Pivy était là. Tous ceux qui portaient les coris, c'était son groupe. Disons la vérité. C'est lui qui était le chef de tous les porteurs de coris. Tous les porteurs de bandes rouges. Sur la tête, au niveau du bras, et même au niveau du canon. Il y a des canons qui étaient munis de bandes rouges pour dire que nous sommes venus pour verser du sang. J'ai vu quelqu'un frapper Elhadji Cellou Dalein. J'ai essayé de monter sur un arbre. Un militaire m'a fait descendre et m'a bastonné à mort. J'ai été transporté par des jeunes jusqu'à la porte. D'autres m'ont pris pour me déposer chez Dr Chou. Ce dernier nous a référés à Donka. Vers 3 h du matin, ils sont venus chercher les corps à la morgue. C'est ça le problème. Même les corps déposés à la morgue ont été repris. Les corps déposés par les ambulances ont été repris par les bérets rouges pour les faire disparaître. Parce que l'opinion nationale et internationale ne devrait pas savoir le nombre de morts. Ils allaient perdre le pouvoir. Et c'est pourquoi le capitaine disait, le pouvoir est à terre. Ils vont le regretter, il faut les massacrer. Sur la complicité des tortures, je suis avec le colonel Claude Pivy. Suivant PV d'audition de partie civile en date du 4 février 2013 de M. Sadou Barry, enseignant-chercheur, domicilié à Kolomaï, déclaré devant le pool qu'il y a eu des tortures abominables dans les bâtiments de Thieboro et de Claude Pivy. C'est un intellectuel qui parle. Sur les coups et blessures volontaires et complicité, à l'audience du 24 mai 2023, M. Mamadou Ali Mouba déclaré devant ce tribunal, citation, après avoir reçu une balle sur le pied, balle tirée par le colonel Claude Pivy et son groupe, qui quittait Petit Simbaya vers Koza, j'ai été déposé à Donka. Donc cette balle a été tirée par le colonel Pivy et son groupe. C'est là où la partie civile le reproche de coups et blessures par arme à feu. Sur les violences, pillages, destruction des biens mobiliers et vols. À l'audience du 12 février 2024, M. Alpha Mahmoud Diallo, témoin, déclaré devant ce tribunal, citation. À mon retour du stade, je suis allé chez Elhadji Cellou. De là, j'ai entendu une sirène venant de la Bellevue. Soudain, des jeeps se sont garés à la devanture. Les bérets rouges sont rentrés à l'intérieur. Le colonel Claude Pivy était parmi eux. Ils ont détruit les pare-brises des véhicules garés dans la cour. Ils ont pillé tout le contenu de la maison. Ils étaient armés de fusils et de coupe-coupe. Il y a un militaire qui m'a blessé avec son couteau à l'épaule. Donc, Monsieur le Président, il y a eu violence, pillage, destruction des biens meubles. Bref, et vol.
à la lumière des déclarations des parties civiles, des témoins, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à la barre de ce tribunal, le colonel Jean-Claude Pivy, alias Copla, ministre de la Sécurité présidentielle, s'est rendu coupable de plusieurs infractions à travers la responsabilité du commandement et de sa participation personnelle et individuelle dans la commission de dites infractions. Il s'agit, entre autres, d'assassinat, de complicité d'assassinat, coups et blessures volontaires par arme à feu, complicité de coups et blessures, complicité de torture, violence, complicité de viol, complicité de pillage, destruction des biens mobiliers et vol. Vous le déclarerez coupable et convaincu de toutes ces infractions. Le capitaine Moussa Dadis Camara, président de la transition. C'est le gros morceau. Sur les préparatifs du massacre du 28 septembre et les jours suivants. Monsieur le Président, honorable assesseur, vous remarquerez qu'il y a eu plusieurs étapes dans la préparation, dont entre autres. Première étape, le recrutement de 9000 jeunes. Selon l'aide du camp du président Moussa Dadis Camara, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, le président Moussa Dadis a recruté 9000 jeunes venant de la forêt qui ont suivi une formation rapide de commando à Kalia avec des instructeurs israéliens. Ça, c'est incontestable, Monsieur le Président. Cette formation a été confirmée par l'ancien président par intérim de la transition. Je vais nommer le général Sekouba Konaté lors de ses interviews devant les médias étrangers. Ce recrutement clandestin a également été confirmé par le colonel Oumar Sano, ex-chef d'état-major général des armées au temps du CNDD, dans son PV de déposition de témoins en date du 11 septembre 2014, code 1258, page 5, citation. Et d'ailleurs, il est venu ici, il a confirmé. Ces recrues de Kaléa étaient à la charge exclusive du chef de l'État et du ministre de la Défense nationale, dans le cadre de leur propre sécurité. Je n'ai assisté ni à leur recrutement, ni à leur formation. Et ça, c'est du jamais vu. C'est une milice. Le chef d'état-major général des forces armées c'est un responsable de l'armée. Après le président de la République, le ministre de la Santé, c'est la troisième personnalité dans l'armée. Aucun recrutement, aucune formation ne peut se faire sans passer par lui, lorsque c'est légal. C'est lui qui initie le recrutement, c'est lui qui prépare le budget, c'est lui qui met les hommes en place pour le recrutement. Et c'est lui qui prépare la formation. Et après les mutations. Mais lorsque le chef d'état-major n'est au courant de rien, il n'a été associé ni au recrutement, ni à la formation, ça veut dire que c'est un recrutement clandestin. C'est une milice qui avait été recrutée. Dans son interrogatoire devant ce tribunal, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité a déclaré que des centaines de ces recrues ont été reçues, logées et prise en charge à la présidence par le président Moussa Dadis Camara, quelques jours avant les événements du 28 septembre 2009. Ça, c'est la déclaration de son aide de camp, l'homme le plus proche de lui, son conseiller,
C'est lui qui prend son sac partout où ils doivent aller, qui veille sur sa sécurité, son confident. Il est le mieux placé pour connaître ça et pour le dire. Monsieur Alpha Amadou Baldé, gendarme, garde rapproché du capitaine Moussa Dadis Camara, déclaré devant le pool des juges d'instruction. Voir son PV d'interrogatoire du 2 novembre 2010. Citation. Quand j'ai pris le service le 30 septembre 2009, j'ai trouvé en face de notre bureau un groupe de jeunes recrues venus du centre de formation de Kalia, Forêt Kalia. Parmi eux, il y avait certains qui avaient des blessures aux pieds. Ces jeunes étaient encadrés par un certain adjudant Bamba. Plus loin, il déclarait qu'il a appris que certains jeunes sportifs qui étaient dirigés par le sergent Touré du commando chinois s'étaient rendus au stade. Ce sont les mercenaires, ça. Ce sont les mercenaires. C'était des jeunes qui étaient à la recherche d'une incorporation dans l'armée. Je l'ai dit. Ça, c'était la première étape, Monsieur le Président. Le recrutement de 9000 hommes et leur formation de façon clandestine. Deuxième étape, la sortie des armes et munitions dans le magasin d'armes. Là aussi, c'est l'homme le plus proche du président qui le déclare, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité. Il déclare avoir constaté l'embarquement à bord d'un camion militaire de plusieurs armes et munitions sur ordre du président Moussa Dadis Camara, quelques jours avant le 28 septembre 2009. Ces armes et munitions ont été dotées à la garde présidentielle parallèle et aux recrues de Kalia qui se sont rendus au stade. C'est ça, Monsieur le Président. C'est ce qui s'est passé. La garde parallèle, la garde présidentielle qu'il qualifie de parallèle et les recrues de Kalia ont été dotés de ces armes qui étaient dans ce camion et de ces munitions pour venir écraser leur population. Des armes blanches avaient été remises aux jeunes porteurs de maillots de Chelsea auxquels on avait promis le recrutement pour aller au stade. Il est important de rappeler, Monsieur le Président, que le chef de l'État avait ordonné le casernement de tous les militaires pour la journée du 28 septembre, en ne laissant que les gendarmes et les policiers pour le maintien d'ordre. On peut déduire que si la garde présidentielle, les recrues de Kaléa et les jeunes sportifs ont bougé de la présidence à bord des bus de transport public, c'est parce que le président Moussa Dadis a donné des ordres et des moyens. Les exécutants n'ont pas hésité de déclarer à certaines victimes d'être envoyées par le président Moussa Dadis Camara et d'avoir sa protection. C'est le cas de M. Ibrahim Khalil Ba, victime, qui déclarait à l'audience du 10 octobre 2023 devant ce tribunal. Selon certains bérets rouges, c'est le capitaine Dadis qui les a amenés au stade. C'est le cas aussi de M. Mamadou Bano Diallo qui déclarait devant le pool des juges d'instruction, voir son PV d'audition du 8 octobre 2012, code 1090, ce qui suit. 3 agents nous ont chassés dans cette concession et ont déclaré aux occupants qu'ils ont la protection du président Dadis et qu'on ne peut rien contre eux. Les gens étaient rassurés. Ils étaient rassurés. Troisième étape, la présence physique du président Moussa Dadis au stade ou à côté du stade. Ça fait couler beaucoup d'encre. Et le président s'est opposé à cette idée. Mais je vais vous raconter ce que ceux qui vous ont vu ont déclaré. À l'audience du 16 mai 2023, c'est M. Yabou Babari, partie civile, qui déclarait devant ce tribunal qu'au dehors, il y avait les gendarmes de l'antidrogue et les camions militaires avec les 12-7.
au dehors, ça veut dire derrière le stade. Rappelons que les 12-7 font partie du dispositif présidentiel. Le dispositif présidentiel ne bouge que lorsque le cortège présidentiel doit se rendre à un point B, à une destination connue. Sinon, le dispositif ne bouge pas. Et le dispositif ne bouge pas en l'absence du président. Parce qu'il est fait pour ça. Il est fait pour assurer la protection du président et de sa famille. Alors si les 12-7 ont été retrouvés à la devanture du stade, à l'esplanade du stade du 28 septembre, c'est parce que le patron était avec le cortège. C'est la déduction qu'on peut faire. Lors du second passage du capitaine Marcel Guilavogui, le bébé hollandais du capitaine Moussa Dadis Camara, à la barre ici, celui-ci déclarait, citation, « Le président Moussa Dadis Camara est au début, au milieu et à la fin de ces malheureux événements du 28 septembre. » Là, c'est un accusé qui accuse un autre accusé aussi. Pourtant, c'est son oncle. Le président Moussa Dadis est l'oncle, l'autre est le neveu. Ce jour, j'ai vu un cortège qui sortait et les gens disaient « Dadis, Dadis », avec plusieurs pick-up. Le soldat Ousmane me disait qu'il était sorti avec Makambo et que Toumba est sorti après Dadis avec un civil. C'est ainsi que j'ai décidé d'aller assurer la sécurité du président de la République afin de respecter le pacte. Le pacte entre le capitaine Moussa Dadis Camara, le capitaine Marcel Guilavogui, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité et le commandant du salon. Et tous, ils ont reçu la lame et ils ont mangé. Le pacte, c'est de soutenir le capitaine Dadis jusqu'à la mort. C'est ça le pacte. Il continue. J'ai pris ma voiture et j'ai aperçu le dispositif au pont de Madina. Le dispositif présidentiel. Avant mon arrivée, le dispositif a bougé et j'ai évolué vers la Pharma-Guinée. Et j'ai garé ma voiture. Il y avait des gens qui portaient des bérets rouges et d'autres masqués. J'ai reconnu Makambo avec sa hache. Avant d'arriver, j'ai entendu des tirs. À la tribune, il y avait des hommes en maillot de Chelsea et d'autres avec des coris. Il ajoute que c'est la garde parallèle qui a exécuté les ordres au stade. Le chef de l'État utilise cette garde pour ses missions personnelles. Il s'agit, entre autres, Joseph Makambo, Gono Sangaré, Théodore Bégré, Moussa Tchebro Camara. C'est la liste de la garde parallèle. Il soutient que c'est le président Moussa Dadis Camara qui a donné l'ordre d'aller au stade, car un militaire ne peut pas agir sans ordre. C'est ce que je disais au départ. Il déclare enfin, si le président n'a pu arrêter personne après les événements, c'est parce que c'est lui le planificateur. C'est le capitaine Marcel qui accuse le capitaine Moussa Dadis Camara. Et c'est l'un de ses proches qui n'a pas été en formation en Russie parce qu'il ne pouvait pas laisser son oncle avec des inconnus. Il fallait rester avec lui. Quatrième étape pour la préparation du massacre. Le suivi et la mise à exécution des ordres par le massacre. Suivant le PV d'audition de partie civile Côte 1129 en date du 5 décembre 2012,
M. Elhaj Ibrahim Bari, mécanicien demeurant à Dar es Salaam à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction sur interpellation-réponse. Cependant, j'ai aperçu au loin deux officiers qui ressemblent à Moussa Keïta, le secrétaire permanent du CNDD et le président d'Addis, les deux assis dans une pick-up. C'est là où on a parlé de Marokana. Parce qu'il y avait des pick-up dans la cour de Marokana. Il y avait des bérets rouges dans cette cour. Et ces pick-up faisaient partie du dispositif présidentiel. À l'audience du 9 octobre 2023, M. Mouktar Ba, correspondant de RFI, déclarait devant ce tribunal, dans la soirée du 28 septembre 2009, une journaliste de la radio Liberté FM m'a informé qu'il y a eu une réunion au camp Alpha Yaya Diallo au cours de laquelle il a été ordonné par le président Moussa Dadis de rechercher Amadou Diallo et moi-même parce que nous sommes censés avoir filmé tout ce qui s'est passé au stade. Cette décision de rechercher et d'arrêter les deux journalistes suppose qu'il était sur le terrain et qu'il fallait détruire les images des caméras détenues par ces deux journalistes, Monsieur le Président. Vous savez, il y avait des hommes masqués. Donc, ils pouvaient être parmi les masqués ce jour. Parce que le matin, ils voulaient coûte que coûte se rendre au stade en disant « moi-même, je vais aller les sensibiliser ». Mais quelle sensibilisation? Cinquième étape, l'exécution du massacre selon la volonté du président. Sur la complicité d'assassinat. Je prends le PV d'audition de partie civile code 1060 en date du 11 septembre 2012 de Mme Mariama Baïlo Diallo, marchande, domiciliée au quartier Dixine École Rail à l'époque, qui déclarait au pool des juges d'instruction le 28 septembre 2009, étant à côté des leaders politiques, un militaire m'a ordonné de descendre. Une fois en face de lui, il m'a poignardé avec la baïonnette de son fusil pour me percer au ventre. Par la suite, un autre m'a tapé sur l'épaule, ce qui paralysa complètement ma main droite. Ensuite, j'ai reçu une balle dans ma cuisse gauche. Étant dans l'impossibilité de quitter les lieux, j'étais obligé de rester avec les cadavres qui étaient autour de moi. C'est sur les lieux que ma copine a trouvé la mort par suite des fusillades. C'est dans ces circonstances que le vieux Tcherno Tidjane de Djonfo a été gravement blessé. Là où ils sont, ils peuvent se rappeler. En plus de ces vieux, il y a un autre qui est mort à côté de moi, du nom de Mamoudou. Personnellement, je suis resté avec les cadavres à l'enceinte du stade jusqu'à 19h30, heure à laquelle la Croix-Rouge est venue ramasser les cadavres. C'est lorsque le médecin a compté 47 cadavres. J'ai levé la tête pour lui dire qu'il y a 46 parce que moi, je ne suis pas morte. Donc le médecin compte 47, elle lève la tête, elle dit non, il y a 46. Il n'y a pas 47. C'est ainsi que le médecin m'a conseillé de rester parmi ces cadavres. Et par la suite, ils sont venus nous ramasser tous pour l'hôpital. Et c'est à l'hôpital que j'ai été retiré parmi ces cadavres pour mon hospitalisation. Donc, les 46 cadavres que j'ai parlé, ils viennent de la déclaration de cette dame, Monsieur le Président. Plus loin encore, elle déclare que c'est Dadis qui est responsable de ces crimes. Parce qu'un militaire m'a répondu pourquoi il me frappait, en disant que c'est Dadis qui les a dit, qui leur a dit de nous tuer tous. C'est-à-dire, ceux-là que vous avez envoyés au stade, ils étaient tellement sûrs d'eux, à tel point qu'ils ont même raconté le secret. Ils ont même livré le secret à leurs victimes. Ils n'ont pas pu cacher, mais c'est le péché qui les a pris. C'est le péché, Monsieur le Président. Complicité d'assassinat.
destruction d'organes humains et dissimulation de corps. Suivant PV d'audition de partie civile, code 1055 en date du 10 septembre 2012. M. Mohamed Saliou Diallo, marchand domicilié au quartier Koloma à l'époque, déclarait devant le pool des juges d'instruction: je porte plainte pour coups et blessures volontaires et pillage. En effet, en tant qu'agent du maintien d'ordre de mon parti, l'UFDG, le 28 septembre 2009, je me suis rendu au stade pour le maintien de l'ordre. Lorsque les leaders sont rentrés, un car plein de personnes habillées en t-shirt est entré dans le stade. 2 personnes sont descendues de ce car pour se poster. Soudain, des agents sont rentrés et nous avons entendu des crépitements de balles. C'est à cette occasion que j'ai été attaqué par les 2 personnes qui étaient postées. D'ailleurs, l'une d'elles possédant un couteau m'a poignardé à ma main gauche. C'est en voulant me défendre, en esquivant le coup du second, que j'ai reçu une balle qui a traversé ma cuisse gauche. Malgré tout, j'ai reçu également un coup de crosse au dos. Ça, c'est douloureux, un coup de crosse. Mais c'est la mort. C'est plus douloureux même que la balle, un coup de crosse. Il faut voir le volume, il faut voir le poids de la crosse. C'était pour assommer l'intéressé. Enfin, c'est une balle que j'ai reçue au niveau de mes reins, dont je vous montre la trace. C'est en ce temps que j'ai perdu toute connaissance. Par la suite, j'ai été évacué grâce à l'intervention de la Croix-Rouge à l'hôpital d'Onka. À une question posée par son conseil consistant de savoir s'il y avait une coordination entre ceux qui intervenaient, il répondait par l'affirmative, parce que selon lui, si les militaires tirent sur un manifestant, il y a des hommes détenteurs de couteaux qui viennent achever le manifestant. Et enfin, d'autres pour le transporter dans les camionnettes garées à la rentrée du stade pour une destination inconnue. Donc, vous voyez, il y a une coordination. Les jeunes tirent, si l'intéressé ne meurt pas sur place, les autres viennent l'achever avec les baïonnettes et les couteaux ou les haches, et les autres les transportent dans les camions. Mort sur place et transporté, ni vu ni connu. Il précise qu'il y avait des gens à la sortie qui ont des couteaux, qui sélectionnaient les manifestants en fonction de leur visage pour les poignarder et les tuer. Il y a eu plusieurs cas de ce genre. Il ajoute qu'au moment où j'étais à l'hôpital blessé, on m'a appris que ma boutique a été incendiée et vandalisée. Sur la question des fosses communes, posée toujours par son conseil, il précise que selon un de ses amis, le nommé Alpha, qui vendait à côté du camp Samori à l'époque, disait avoir vu 41 corps de manifestants dans la cour du camp Samori qu'on a empilés en cassant à l'aide des barres de fer les bras, les jambes, partout où il y a des os, dans l'intention de transformer la personne en bouillie pour mettre dans les sacs et embarquer pour une destination inconnue. Donc, si je vous parlais de 41 corps empilés, cassés, c'est sur cette déclaration, Monsieur le Président, je n'ai rien inventé. Sur la complicité du président Dadis de la dissimulation des corps, Monsieur Mamadou Bari déclarait devant le pool des juges d'instruction, suivant PV d'audition de partie civile, code 1185, en date du 13 février 2013. Le 28 septembre, après la rentrée des leaders politiques, au moment où ceux-ci devraient s'adresser aux militants, nous avons entendu des coups de feu. Au moment des tirs, les gens tombaient de tous les côtés. Pour sauver ma vie, j'ai fait semblant d'être mort. Et je me suis couché au milieu des cadavres. Même si c'est moi, c'est ce que j'allais faire. Je n'allais même pas tenter de sortir, j'allais me coucher sous les cadavres.
j'ai pu voir ce qui s'est passé autour de moi. Et je voyais des militaires, gendarmes et policiers en train de tirer sur les manifestants. C'est dans cette période d'observation que j'ai vu des hommes qui n'étaient pas en uniforme venir ramasser les corps. Personnellement, ils m'ont traîné à terre par mes pieds. Ils m'ont jeté dans le véhicule, croyant que j'étais mort. Par la suite, ils ont jeté d'autres corps sur moi. J'ai tout accepté pour ma survie. Le camion dans lequel je me trouvais était bâché et je ne voyais pas ce qui se passait à l'extérieur. Mais comme certains corps étaient sur moi, j'ai profité du moment de notre départ du stade et des secousses de la route pour me mettre au-dessus des tas de corps dans lesquels je me trouvais. Ainsi, nous avons été conduits je ne sais où. Je précise que le camion démarrait et s'arrêtait sans cesse jusqu'à notre arrivée. Parce que les coups de fil étaient là. Vous êtes où? Venez. Il faisait nuit et je ne connaissais pas dans quel quartier nous étions. Le camion s'est arrêté à côté d'un grand trou creusé dans la terre. Je précise que tous ces corps ont été mis dans cette fosse. Au moment du débarquement, un militaire a éclairé l'intérieur du camion et m'a vu éveillé. Sans dire mot, j'ai levé la main pour demander pardon. C'était un béret rouge qui était monté dans le camion pour débarquer les corps. Après m'avoir découvert, les militaires ont discuté. Certains voulaient que l'on m'enterre vivant et d'autres ont souhaité que je sois reconduit au camp Al-Fayher. Finalement, ils ont accepté tous de me ramener au camp. J'y suis resté 5 jours durant et j'étais couvert du sang des cadavres qui étaient dans le camion avec moi. Comme ils m'interrogeaient pour savoir si j'étais capable de raconter mon histoire, je faisais le fou pour me sauver. Pendant ce temps, certains militaires me frappaient, d'autres m'insultaient et j'acceptais tout en faisant croire que j'avais perdu la tête. Ils m'ont cru fou et par la suite, ils m'ont jeté derrière la cour du camp. C'est là que j'ai interpellé un passant qui m'a aidé d'aller dans une famille voisine du camp pour me laver et me donner des habits. Le lendemain, j'ai communiqué le numéro de mon frère à la famille qui m'avait hébergé et ce dernier est venu me chercher. Voici quelqu'un qui a vécu les faits. Sur une question de son conseil, il répondait « Oui, j'étais avec d'autres personnes dans le violon. Nous étions battus tous les jours par les bérets rouges. Nous avons été torturés. Notre crâne a été rasé forme croix sur la tête. » Monsieur le Président, lui, il a vécu les faits. Il a vu la mort. Il a vu la mort venir. Il s'est protégé sous les cadavres. Il a été transporté dans le même camion que les cadavres. Et il a vu comment les gens ont été déversés dans ce trou. Et il fallait faire le fou pour être sauvé, Monsieur le Président. Et comme il a dit, le camion était bâché, il ne pouvait pas savoir à quel endroit de Conakry il était. Lui, c'est un témoin vivant, Monsieur le Président. C'est pourquoi vous avez un lourd fardeau, mon capitaine, sur la tête. Un lourd fardeau. À l'audience du 9 octobre 2023, j'avais raconté ça, les 84 corps ensevelis au cimetière du Koza, selon Mouktarba. Madame Traoré aussi, les 250 corps, les 250 corps par camion, où 4 camions ont été chargés, j'avais raconté ça.
Mamadou Ali Fofana aussi, qui a constaté le chargement des corps à la morgue de Ignace Dine ici pendant 40 minutes. Je ne reviens pas là-dessus. Les 157 corps relatés par le colonel Oumar Sano, chef d'état-major général des armées, j'en ai suffisamment parlé. Donc, Monsieur le Président, les 2652 corps, plus le camion plein et les 3 autres camions, non, la pick-up pleine, j'allais dire, dont j'ignore le contenu, les partis civils réclament ces corps-là au capitaine Moussa Dadis Camara. Où sont ces corps, mon capitaine? Dites-nous où sont ces corps. Nous avons besoin au moins de les retrouver pour prier sur eux afin de les enterrer dignement. Ou aller au moins prier sur leurs dépouilles mortelles. Au moins, nous avons besoin de connaître l'endroit où se trouvent tous ces corps. Donc, nous les réclamons au capitaine Moussa Dadis Camara et au colonel Ablaye Chérif Diaby, ministre de la Santé à l'époque. Complicité de coups et blessures. Selon M. Mamadou Bailo So, staffeur, suivant le PV d'audition de partie civile, Côte 1056, en date du 10 septembre 2012, lui également, il a raconté, j'avais déjà parlé de lui, son arrestation au stade du 28 septembre, son embarquement dans une pick-up jusqu'à l'écho numéro 1. Et il a précisé que lui et ses compatriotes ont été battus de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry jusqu'à l'écho numéro 1. Inutile de revenir là-dessus. Donc, Monsieur le Président, en ce qui concerne la complicité de coups et blessures, j'en ai suffisamment parlé des victimes de coups et blessures volontaires ici. Je suppose que le capitaine Moussa Dadis Camara, étant le commandant en chef des forces armées à l'époque, le commandant du régiment de la garde présidentielle, le responsable de la garde présidentielle et l'ordonnateur principal à tous ces hommes qui sont allés commettre ces coups et blessures volontaires. Les viols également qui ont été commis au stade par ces bérets rouges, ces gendarmes, ces policiers. Là également, je mets ça sur la tête du capitaine Moussa Dadis Camara comme étant complice, sans vouloir revenir sur tous ces PV-là, parce que le monde m'attend. Ensuite, Monsieur le Président, vous verrez que il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de morts, beaucoup de femmes violées, beaucoup de personnes torturées, tout ça sur les ordres du capitaine Moussa Dadis Camara. Bref, vu les déclarations des parties civiles, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à la barre, le capitaine Moussa Dadis Camara, en sa qualité de président de la République, commandant en chef des forces armées, responsable de la garde présidentielle, commandant du régiment présidentiel, garant de la sécurité de tous les Guinéens, n'ayant pas arrêté le massacre, n'ayant pas fait arrêter les suspects après le massacre et n'ayant non plus fourni la liste de ceux qui ont participé à la préparation, la planification, la fourniture des moyens et à l'exécution du massacre, s'est rendu coupable de plusieurs infractions à travers la responsabilité du commandement et de sa participation personnelle dans la commission de dites infractions. Il s'agit, entre autres, de complicité d'assassinat,
complicité de coups et blessures volontaires par arme à feu, complicité de coups et blessures volontaires par arme blanche, complicité de torture, complicité de viols collectifs et esclavage sexuel, complicité de destruction d'organes humains, complicité de séquestration, complicité de dissimulation de corps, complicité de pillage, destruction de biens mobiliers et vol, complicité enfin de traitements inhumains et dégradants. Toutes ces infractions, Monsieur le Président, relèvent des crimes contre l'humanité.